Bonjour à tous, je suis Émilie, la cofondatrice de Major Blessings et je suis ravie de vous retrouver encore très nombreux pour ce nouvel épisode, le quatrième de notre saison 3, Un métier d'exception. Alors, déjà pour être sûr que vous êtes tous là, est-ce que je peux vous demander d'aller dans le chat et de m'écrire un petit bonjour? Bonjour Aline, waouh, waouh, waouh. Ça va trop vite, je n'arrive même pas à lire vos messages. Ravie de voir que vous êtes hyper nombreux avec nous. Et puis tiens, je vois quelques prénoms de mentors aussi. Bonjour les mentors, vous avez été nombreux à nous demander si vous pouviez participer aussi. Alors c'est vrai que ce sont des événements qu'on crée en premier lieu pour nos jeunes, mais ravis de vous accueillir aussi et de vous avoir avec nous ce soir. Alors ce soir, on va découvrir le métier de Grégory, qui est directeur d'atelier dans la maison Van Cleef & Arpels. Vous allez voir, on n'a pas souvent l'habitude et l'opportunité d'en savoir un petit peu plus sur le métier de Grégory et tout ce qui se passe dans un atelier d'une grande maison de haute joaillerie. Là, vous allez voir, on va pouvoir rentrer un petit peu dans les coulisses, vous en dire plus. Mais avant ça, je voulais vous rappeler les règles du jeu quand même. Vous avez vu, ça a un petit peu changé. Maintenant, il faut cliquer pour pouvoir poser des questions. Donc, tout en bas, à droite, vous avez un onglet questions. Je vous invite à cliquer dessus. Ça sera l'endroit où il faudra nous poser vos questions tout au long de cet épisode. Alors, pour que ce soit plus simple, je vous invite à me donner votre prénom, à me donner votre âge aussi, et puis après à poser votre question. Comme ça, je pourrai en dire plus à Grégory pour situer un petit peu qui vous êtes et lui donner plus d'informations pour qu'il puisse répondre au mieux à votre question. Mais comme je vois que vous êtes très nombreux et que vous êtes impatients, je vais inviter Grégory à nous rejoindre pour entrer un petit peu et vous en apprendre plus sur son parcours, mais également sur ce qui se passe dans un atelier de la maison Van Cleef & Arpels. Peut-être aussi, avant que Grégory nous rejoigne, vous dire que si on a des amis lyonnais parmi nous, en ce moment, la maison Van Cleef & Arpels est présente à Lyon avec plein de personnes qui travaillent dans les ateliers pour justement vous parler de ce qui se passe dans un atelier, vous faire des démonstrations, vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc, si vous êtes à Lyon, n'hésitez pas à passer leur faire un petit coucou. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être à Lyon et de pouvoir aller les rencontrer en vrai, bienvenue Grégory. Ravi de vous avoir avec nous ce soir. Bonjour à vous. Bonsoir à tous. Je suis ravi aussi d'être parmi vous et puis j'espère que je vais pouvoir vous faire découvrir ce monde de la haute joaillerie et puis répondre à toutes vos questions. Et ben moi, j'en suis certaine parce que j'ai eu la chance déjà de préparer ce webinaire avec Grégory hier et j'ai appris plein de choses qui étaient assez exceptionnelles. Donc, je suis sûre que vous aussi, vous allez avoir les yeux qui brillent tout au long de cette heure passée en notre compagnie. Alors, peut-être pour rappel, la première demi-heure, c'est moi qui vais avoir la chance de poser plein de questions à Grégory pour vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur son parcours, sur ses missions, sur ce qui se fait dans un atelier de la maison Van Cleef & Arpels. Et dans la deuxième partie, c'est vous qui allez prendre la main. Donc, comment vous allez prendre la main? En utilisant l'onglet questions, en mettant vos questions à l'intérieur, mais surtout en allant voter pour les questions qui sont les plus intéressantes selon vous, parce que je prendrai les questions de la question la plus votée vers la question la moins votée dans la demi-heure qui nous restera. Donc, je ne pourrai sans doute pas prendre toutes les questions, donc n'hésitez pas à les mettre le plus tôt possible pour qu'on puisse voter pour ces questions et qu'à la fin, on prenne bien les questions qui sont les plus pertinentes. Grégory, avant de se lancer pour aider les jeunes peut-être à poser quelques questions, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous en dire un petit peu plus sur votre parcours au sein de la maison Van Cleef & Arpels? Alors oui, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Grégory Van Stock, je dirige l'atelier de haute joaillerie de la maison Van Cleef & Arpels, juste à côté de la place Vendôme. Et je suis rentré dans cette maison il y a presque 32 ans. Voilà. Si je devais me définir, je suis avant tout un passionné de haute joaillerie, mais on pourrait en passer beaucoup de temps. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous raconte un peu mon parcours? Oui, moi ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir un petit peu votre parcours, peut-être un peu rapidement, et Oui. puis après, vous allez de toute manière nous parler de vous, de vos missions et des personnes qui travaillent avec vous, puisqu'on va revenir un petit peu sur comment se crée une pièce de haute joaillerie. Okay. Donc, ce sera l'occasion aussi de parler un petit peu des personnes qui travaillent avec vous au quotidien. Oui. Alors, bon, mon parcours, déjà, j'ai eu la chance d'avoir un papa artisan, joaillier, mais la petite
chose importante, c'est que quand il a su que je voulais faire joaillier, il m'a dit « Oh là là, c'est un métier difficile ». Donc, à l'origine, ce n'était pas forcément ma vocation, c'était surtout les arts en règle générale, le dessin, la sculpture, la peinture et la musique aussi, parce que je faisais du piano. Et petit à petit, ça s'est orienté sur des écoles d'art. Donc, il y a des Boules, Art déco, les Beaux-Arts et finalement, l'école rue du Louvre, quand j'ai eu la chance de passer le concours, j'ai eu l'impression que c'était un peu une très belle opportunité pour moi parce que j'étais bien placé au niveau du concours. Donc, j'ai commencé à apprendre le métier de la joaillerie dans cette école. Et puis, 3 ans après, quand j'en suis sorti, les maisons de la place Vendôme, les grandes maisons, prennent toujours des élèves pas trop mauvais des écoles. Et puis après, ils vont nous apprendre le métier. Donc, je suis arrivé, j'avais 18 ans dans cette maison. J'ai fait tout le parcours, ce qu'on appelle joaillier 1, joaillier 2, joaillier 3, joaillier 4, coordinateur de planche, chef d'atelier et diriger un atelier. Alors justement, on va revenir un petit peu sur tout ça, en peut-être partant du début de la vie d'une pièce de haute joaillerie. Donc, vous m'avez dit hier, tout part d'un dessin, et après, on est une équipe de 8 personnes à peu près à travailler pour faire du dessin une réalité. Est-ce que vous nous expliquez un petit peu le parcours justement d'une pièce de haute joaillerie? C'est pas 8 personnes, c'est 8 corps de métier qui sont différents. En fait, il faut savoir que la haute joaillerie, bien sûr, il y a le joaillier, mais c'est toute une équipe. Il y a des corps de métiers différents qui sont, par exemple, le fondeur, le joaillier, le lapidaire, le sertisseur, la polisseuse. Et tous ces métiers font qu'on va construire une pièce de haute joaillerie, mais ensemble. Seul, on n'est pas grand-chose. Hein. Chacun doit donner le meilleur dans son domaine, mais c'est vraiment une équipe. Hein. C'est une équipe avant tout. Ok, mais si on reprend… Alors, je reprends le dessin. Donc, exactement. Voilà comment ça se passe. Il y a un studio de création qui fait des dessins en fonction des thèmes et des collections qui viendront par la suite. Et nous, on reçoit ce dessin. Et avant de démarrer, d'ailleurs, on va faire un devis de ce dessin. On va regarder si c'est réalisable, combien de temps ça va prendre. Il y a beaucoup d'échanges par rapport à ça. Et puis après, si on est tous OK, tous alignés, on reçoit le dessin, une commande, et là, on va commencer à travailler, à construire cette pièce de haute joaillerie. Alors en fait, pour construire cette pièce de haute joaillerie, on va partir dans des chemins différents. Soit c'est des pièces à gros volume et on va sculpter, bien sûr à nos échelles. On va partir dans des blocs de cire et on va sculpter. Soit on va prendre carrément du métal et puis on va commencer à scier, limer, souder, ajuster. Et petit à petit, on va faire avancer le volume de notre pièce. Et bien sûr, on va passer par des stades de validation. On ne fait pas la traversée d'une pièce sans valider, sans se réunir autour d'une table, notamment le dessinateur, le service pierre, le chef d'atelier, le marketing. Enfin, tout le monde suit cette pièce pour que chaque étape ne soit pas un loupé, pour qu'il y ait un vrai échange. Et petit à petit, on va avancer. Donc, la pièce, son premier volume, par exemple en cire. Après, on va passer en métal. Donc, on a besoin de notre fondeur. Après, on va ouvrager dans le métal, faire de la mise en pierre, rajouter des éléments par rapport au dessin, être le plus fidèle au dessin et en fait, amener toujours de l'excellence et essayer de faire de son mieux à chaque étape. Donc, à chaque fois qu'on passe d'un corps de métier à un autre, chacun amène le mieux dans son domaine pour qu'à la fin, la pièce soit resplendissante, on va dire. Alors, vous avez cité plein de corps de métier, certains, moi, que je ne connaissais pas jusqu'à hier. Vous m'avez dit le lapidaire, je ne connaissais pas du tout. Est-ce qu'on peut reprendre peut-être? On passe du dessin, oui. Ça arrive dans les mains de qui? Quel est le rôle de cette personne? Et puis, au fur et à mesure, alors je sais que ça peut aller dans des ordres différents en fonction de la pièce, mais si on prend un exemple. Complètement. Donc, par exemple, on va peut-être faire des éléments en sculpture. Donc là, c'est le joaillier. C'est le joaillier qui va vraiment devoir maîtriser le côté sculptural, le côté métal,
Donc aussi, toutes les soudures, tous les ajustages, tout ce qui est aussi manipulation avec les pierres. Ça, c'est le joaillier. S'il a besoin d'éléments qu'il a sculptés et qu'il doit faire tirer en métal, donc là, c'est le fondeur. Le fondeur, il va faire la fonte à cire perdue, un procédé assez ancien qu'on utilise toujours. Et là, du coup, on a de la grenaille et puis on fond notre cire, et la grenaille est coulée et on a notre pièce en métal, hein, pour simplifier. Et après, une fois qu'on a notre pièce en métal, elle va être encore ouvragée par le joaillier. Donc, on va scier, on va limer, on va ajuster, on va transformer cet élément en le magnifiant davantage, toujours avec des stades de validation. Et à un moment donné, il va falloir polir des éléments. Notamment, cette pièce, elle va être polie. Donc, le métier de polisseur ou de polisseuse, c'est de faire briller les surfaces le plus brillant possible. Et chez nous, on parle de polymiroir. C'est-à-dire quand vous avez un miroir devant vous et que vous vous regardez dedans, le polymiroir, il doit être identique. Limite, quand on regarde la pièce, si on peut se voir dedans, c'est parfait. Il faut qu'il n'y ait aucune partie non polie. Alors, c'est très important pour l'esthétique, mais aussi pour les pierres. Parce que plus on polit, plus quand on va ajuster les pierres avec le sertisseur, je vais vous expliquer, c'est celui qui met les pierres, va vraiment fixer ses pierres, et bien lui, il a besoin de toutes ces parties, ces mises à jour, toutes ces parties en dessous qui soient polies, parce que ça va réfléchir dans les culasses qui vont refaire briller ça en niveau lumière dans les pierres. Donc, tout a un intérêt. Hein. C'est vraiment, il y a un lien très important et une méthodologie pour la haute joaillerie pour que ça brille au maximum. Et donc, la polisseuse va polir cette pièce. Après, soit c'est des pièces compliquées, ça va repasser par le joaillier pour des montages, pas mal d'éléments de fabrication. Et à un moment donné, le sertisseur qui aura commandé les pierres, donc on a un service pierre qui nous donne des pierres extraordinaires et qui parcourt le monde entier pour nous trouver des pierres vraiment incroyables. Et le sertisseur, lui, son rôle, on a fait une mise en pierre, nous, le joaillier, et son rôle, c'est de mettre les pierres sur les pièces de haute joaillerie, de les fixer en poussant, en rabattant le métal sur les pierres, mais bien sûr, d'une manière la plus esthétique possible, la plus jolie possible. Et là, j'en reviens toujours, chaque métier doit donner le meilleur dans son domaine. Donc là, le sertisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fixer ses pierres, mais de façon la plus jolie possible, la plus finement possible, la plus esthétique possible. Et bien sûr, on est en haute joaillerie, donc les pierres de valeur en valeur. Toutes les pierres, on doit les mettre en valeur. Le moins de métal possible, mais tout doit tenir. Enfin, voilà, c'est tout un métier. Hein. Chaque métier, c'est vraiment des années d'expérience. Mais c'est l'ensemble de tous ces métiers. Donc après le sertisseur, ça repasse au poli. Pourquoi? Parce que le métal, il a été rabattu sur des pierres. Donc il est brut. Donc, la polisseuse doit repolir ces petits grains, on appelle des petits grains ou des griffes ou des serticlos. C'est des parties un peu techniques, mais en fait, c'est ce qui habille les pierres. Et puis, alors les lapidaires, eux… c'est quoi un lapidaire? Alors, un lapidaire, c'est quelqu'un qui prend un brut de pierre et qui est capable de tailler la pierre avec ses facettes, que ce soit en carré, en ovale, en rond, toutes les formes imaginables possibles. Ça, c'est le lapidaire. Il est là pour sublimer la pierre. Il part d'un brut et il doit en faire un soleil. Voilà. Il doit sublimer la pierre. Mais ça, c'est le lapidaire traditionnel. Chez nous, les lapidaires, c'est encore un niveau au-dessus. C'est qu'on fabrique du certi mystérieux. C'est des pièces en haute joaillerie avec des rails. Et le lapidaire doit non seulement tailler ses pierres, mais il doit aussi faire des petites saignées dans les culasses des pierres. Et après, il va glisser ces pierres sur les rails pour habiller ces pièces qui vont devenir des pièces de haute joaillerie en certi mystérieux. Mais ça, c'est un savoir-faire propre à la maison. Spécifique de la maison Van Cleef & Arpels. Absolument. Il faudrait un peu de temps pour vraiment montrer, expliquer, mais voilà, c'est un savoir-faire extraordinaire de la maison. Et c'est la dernière étape, du coup, le lapidaire, ou il y a encore quelque chose qui se passe après? Alors, il y a toujours le poli à la fin. Le poli intervient dans pas mal de phases. Pourquoi? Parce que première phase, il faut déjà donner l'effet de brillance pour des éléments où on ne pourra pas réaccéder.
Et puis, la dernière phase, même si nos lapidaires ont habillé ces pièces de haute joaillerie, les polisseuses doivent repasser une dernière fois. Et d'ailleurs, après, on n'a même plus le droit d'y toucher, c'est avec des gants. Et si par malheur, on met le doigt, même en essayant de laver les mains, on se fait disputer. Donc, c'est vraiment important. Ça passe au polish jusqu'à la fin. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez, c'est un métier où on se parle beaucoup et on travaille en équipe. Oui. Moi, j'ai envie de vous, et on fait plein d'étapes, mais j'ai envie de vous dire, hier, vous m'avez dit quelque chose, moi, qui m'a marqué. Vous m'avez dit qu'on pouvait passer énormément de temps à réaliser une seule pièce, jusqu'à 4000 heures de travail, vous m'avez dit. Absolument. En fait, sur les pièces de haute joaillerie qu'on fait, en tout cas dans cette maison, dans la maison Van Cleef & Arpels, c'est des pièces uniques. Et en termes de temps, ça peut aller de 150 heures à 4000 heures. Nous, et 4000 heures, on va parler peut-être de 3000 heures de joaillerie, 500 heures de serti, 200 heures de poli. Et si je compte encore le lapidage et les gravures, enfin, il y a beaucoup de choses. Oui, 4000 heures, ce n'est pas effrayant pour nous. Donc, en fait, une pièce, ce n'est pas quelque chose qui se fait rapidement, c'est quelque chose qui est le fruit de mois de travail, en fait. 4000 heures, c'est énorme. C'est énorme. Maintenant, on travaille en équipe. C'est-à-dire que si une personne travaille sur une pièce, une grosse pièce, bien sûr, il va la livrer en 3-4 ans et ce n'est pas le but. L'idée, c'est qu'on travaille en équipe. Il y a toujours un chef de pièce. Et puis, alors là, c'est très important, c'est qu'il y a un chef de pièce et il a des jeunes avec lui. Et là, il y a la transmission qui rentre en compte. Et donc, la pièce va se construire avec un chef de pièce, bien sûr géré par un chef d'atelier, mais on peut avoir 2 ou 3 personnes sur une très grosse pièce. Et du coup, au lieu de passer 3-4 ans, on va passer 1 an. Super. Voilà. Et parfois moins, bien sûr. Juste pour comprendre, quand vous vous êtes présenté, vous avez dit que vous êtes le directeur de l'atelier de la maison Van Cleef & Arpels. Le directeur de l'atelier, ça veut dire en fait que vous êtes un petit peu à la tête de l'ensemble de l'atelier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est composé cet atelier? Et parce que vous m'avez dit ensuite, il y a des chefs d'atelier. Oui, je vais vous expliquer. Alors, en fait, notre atelier, il est composé de la manière suivante. On est presque 70, donc c'est quand même important. Et puis, en plus, on a construit une petite pépinière avec des apprentis pour vraiment leur mettre le pied à l'étrier. Et puis, ils sont dans le bain avec nous. Et ça nous permet aussi de détecter des futurs jeunes talents. Donc voilà, on est quand même nombreux. On a une équipe administrative extraordinaire. Pourquoi je dis ça? Parce que comme on a plein de corps de métier, il faut que cette équipe administrative puisse faire le lien entre tous ces corps de métier. Parce qu'un joaillier ne parle pas comme un sertisseur, ne parle pas comme un lapidaire, et en termes de vie, en termes de… Enfin, il y a beaucoup de choses. Et donc, cet atelier, il y a le directeur qui gère 3 chefs d'atelier. Nous avons 3 chefs d'atelier avec environ 10 à 12 personnes par chef d'atelier. Alors, c'est des chefs d'atelier, c'est des joailliers experts qui ont un savoir-faire de fou, pour être modeste, et qui sont là pour veiller à l'avancement de nos belles pièces de haute joaillerie, et puis à transmettre aussi, et puis de faire avancer tout ce petit monde. Donc moi, je gère l'ensemble, c'est-à-dire une équipe administrative, les chefs d'atelier, mais je suis joaillier depuis toujours. Donc quand je passe, si je vois un joaillier qui est en difficulté ou que je remarque quelque chose, je ne vais pas aller forcément, j'y vais directement. Et puis vous voyez, j'ai ma cheville là. Ah, super. Du coup, je leur montre, je leur dis tiens, viens, et il faut que tu vois ça, il faut que je t'explique. Et puis du coup, on fait aussi de la transmission. En fait, la transmission se fait constamment, mais on ne va pas s'arrêter à un moment. Si par exemple, je reçois une pièce du patrimoine, quelque chose qu'on a fait il y a 30, 40 ou 80 ans, si je vois que c'est très intéressant, j'appelle les plus jeunes. Les plus jeunes, ou même certains d'autres, en fonction de mon ressenti ou de la pièce sur laquelle ils travaillent en ce moment, parce qu'il y a aussi quelque chose qui peut être pertinent par rapport à leur travail. On appelle et on communique. C'est très, très important. La transmission, elle doit se faire constamment. C'est des métiers, vous m'arrêtez si je parle de trop. Non, mais c'est intéressant, allez-y. C'est des métiers, si vous voulez, où il faut tellement d'années
d'expérience pour vraiment acquérir ces savoir-faire. D'ailleurs, quand on me demande, parenthèse, je dis toujours, mais il faudrait plusieurs vies pour connaître ce métier de la haute joaillerie. Donc, comme on n'en a qu'une, que je sache, autant mettre vraiment l'intensité forte sur la formation. Bien sûr, il faut qu'on soit passionné avant tout. Hein. S'il n'y a pas de passion, il n'y a rien. Mais on en parlera. Et justement, Grégory, comment on se lance dans ce métier? Comment on commence? Alors, je crois que la maison a une école. Alors attention, la maison a une école, mais qui est vouée c'est une école qui est vouée à faire découvrir la haute joaillerie. D'accord. C'est vraiment différent. C'est pas une école pour former des futurs jeunes joailliers. D'accord. D'abord, c'est l'école, mais c'est vraiment l'école de montrer la haute joaillerie au monde entier. Vous voyez? D'accord, très clair. C'est pas une formation de. C'est pas une formation pour devenir. Mais ceci dit, on apprend des choses extraordinaires. Hein. Cette école, elle est juste fabuleuse parce que il y a la gémologie, il y a tous les joailliers du monde entier, des artistes incroyables. On fait il y a des expositions qui sont faites 2 ou 3 fois dans l'année qui sont juste fabuleuses. Hein. Mais c'est pas une école de la haute joaillerie. Pas une école de la haute joaillerie. Pas du tout. Par contre, parenthèse faite, ils peuvent quand même tenter de toucher un petit bout de métal et de scier. Hein. C'est fort. Hein. C'est très fort. Alors, Grégory, si parmi les jeunes qui nous écoutent et qui sont là et qui sont pendus à vos lèvres et qui découvrent justement comment on crée une pièce de haute joaillerie, si parmi eux, certains ont envie de suivre votre voie et de devenir joaillier, qu'est-ce qu'ils font? Alors, moi, je vais parler de mon cas à l'époque. Je vais être très franc. Quand j'étais en 3e, soit je continuais, soit je m'orientais sur de l'art. Oui. Donc, j'ai eu la chance, avec une dérogation, et de commencer tôt. Mais aujourd'hui, je sais qu'il faut aller quand même au moins il faut aller un peu plus loin dans les études, il faut essayer du moins. Et après, soit on tente de rentrer dans des écoles de joaillerie, il y en a quelques-unes dans Paris et puis même en France, il y en a partout, hein, il y a Saumur, enfin il y en a. On essaie d'intégrer des écoles par des concours et on peut aussi intégrer par la voie de l'apprentissage, évidemment, puisque l'alternance, nous on prend des apprentis en alternance aussi, et toutes les sociétés de haute joaillerie en prennent. Que ce soit des petits artisans ou des grosses sociétés. Et en fait, moi j'ai envie de dire d'abord aux jeunes, avant tout, soyez sûrs d'être passionnés pour ce que vous faites. Parce que le plus important, quoi que vous ferez, de la haute joaillerie, travailler dans des métiers du luxe ou autre chose, surtout trouvez ce qui vous passionne, ce qui vous anime, ce qui vous rend vivant. Parce que nos métiers, par exemple, les nôtres, ils sont très durs. Vraiment, je fais une comparaison avec les danseurs étoiles, mais pourquoi? Parce qu'un danseur étoile, avant de devenir un danseur étoile, ce qu'on appelle chez nous une première main, un OG4, il va endurer, hein, il va saigner des doigts de pied, nous, ça va être des mains, hein, au sens propre et figuré. Parce qu'il faut que ça rentre. On dit le métier doit rentrer dans les mains, mais au sens propre, au sens figuré. Et donc, c'est pas facile. Et d'ailleurs, mon papa me le disait, c'est pas un métier facile. Si tu rentres là-dedans, c'est dur. Donc, si on veut rentrer là-dedans, mais qu'on est passionné, qu'on est engagé, qu'on est investi, le tout, c'est d'être passionné et investi. Moi, quand je reçois des jeunes, on le ressent. Si on sent qu'ils ne sont pas passionnés, il ne faut pas perdre votre temps ni le nôtre. Par contre, si on a des passionnés, des jeunes qui fabriquent déjà chez eux des choses, des idées, qui en veulent, je dis toujours, hein, en tout cas dans l'enceinte de cet atelier, les personnes qui y sont, je désire qu'elles mangent aux joailleries, qu'elles rêvent aux joailleries, qu'elles pensent aux joailleries, et quand elles sont en vacances ou dans les transports, il y a la joaillerie. Hein, et ça se sent avec vous, hein, Grégory. Vous aussi, vous êtes passionné et vous le transmettez. Mais il le faut, c'est imparable, trop important, parce que il y a tellement à apprendre, tellement à absorber. Après, c'est passionnant, apprendre sur des pierres, apprendre sur du métal.
les acides, tout est très, très passionnant. L'esthétique, la sculpture, vraiment, mes équipes, moi, je désire qu'elles aillent voir des expositions régulièrement de peinture, de sculpture, qu'elles dessinent, Pourquoi? Parce qu'elles se nourrissent de tout ça et ça va aider à faire de la sculpture. Donc, un jeune d'aujourd'hui, s'il dessine, s'il sculpte, s'il a déjà cette fibre artistique, eh ben, qu'il y aille et qu'il n'ait pas peur. Faut oser. Excusez-moi, allez-y. Allez-y. Il faut pas que vous ayez peur. Osez. La jeunesse permet beaucoup de choses. Croyez-moi, vous passez les portes d'un petit boutiquier, d'un artisan, quel qu'il soit. Un joaillier, ça adore communiquer et transmettre sa passion du métier. Il vous donnera forcément des clés. À vous après de tirer les ficelles, soit par des écoles, soit par de la alternance. Je dis toujours, hein, quand on veut, on peut, mais il faut être sûr d'être passionné, engagé. Et ça, par contre, on le détecte rapidement aussi, hein, la passion. Alors, Grégory. Les paillettes, c'est être investi. Hein. C'est s'engager dans un métier pour son métier, pour sa passion, voilà. Grégory, si un jeune fait des études et du coup intègre une école de joaillerie, vous l'avez dit, c'est possible de faire de l'apprentissage. Donc, il arrive en étant très jeune et en n'ayant pas encore beaucoup d'expérience. Forcément, au début, on débute et on n'a pas d'expérience. Vous nous l'avez dit, votre métier, c'est de la précision, oui. C'est de la très, très haute exigence. Comment on réconcilie les deux? C'est-à-dire, comment on permet à un jeune qui vient d'arriver, qui ne sait pas faire, comment on le met à l'ouvrage et comment on lui dit, on va t'apprendre en faisant finalement, alors qu'il y a quand même quelque chose qui est extrêmement précieux par ailleurs, qui demande beaucoup d'heures de travail et sur lequel on a une exigence dans la maison qui est très haute. Comment on arrive à gérer les deux? Tout dépend de… En fait, quand on parle d'apprentissage, tout dépend. Si on parle vraiment de démarrage dans le métier, quand on va apprendre à limer, souder, etc., là, on n'est pas sur de l'or. Au début, on commence sur du maillechort ou de l'argent. Ils apprennent sur des métaux non précieux au départ. Il n'y a qu'à la fin où ils sont sur des métaux précieux. En fin d'examen, là, ils sont sur des métaux précieux. J'ai envie de dire, dans tout métier, au départ, on s'entraîne avec de la matière non noble, et puis quand ça commence à parler, là, on prend de la matière noble. Donc voilà comment ça commence. Après, ça, c'est la partie apprentissage, qu'elle soit dans un atelier chez un patron ou à l'école. Maintenant, il y a la partie, quand un jeune a son diplôme, CAP ou brevet de métier et d'art, et qui arrive chez nous. Alors là, par contre, c'est encore différent. Je fais une parenthèse tout à l'heure, je vous disais, on reproduit exactement ce que l'on faisait il y a 30 ans. Quand je suis sorti de l'école, oui, d'accord, j'étais premier. Voilà. Mais on prend les premiers, mais on le refait aujourd'hui. Mais les premiers, c'est rien du tout. C'est juste les premiers d'un certain niveau. Mais quand on arrive ici, on est le dernier. Donc, quel que soit le meilleur des jeunes de la planète, quand il arrive dans notre atelier, c'est le dernier. Il doit tout réapprendre. Oui. C'est pour ça qu'ici, modestie à fond. Il faut rester humble parce qu'il y a tellement de difficultés, tellement de défis pour les futures pièces à venir qu'on doit rester humble. Et donc, un jeune qui arrive, lui, il va démarrer en aidant quelqu'un qui est déjà plus confirmé, et il va commencer par des petites pièces. Et au fur et à mesure, on va l'accompagner et puis il va faire des pièces de plus importantes. Après, nous, on pousse très loin le niveau. Donc, parfois, il y a des jeunes, quand on sent qu'ils sont doués, on prend des risques. Parce que je prends toujours l'image de la montagne. Parfois, ils ont un peu peur. Je dis, mais vous êtes encordés. Ne vous inquiétez pas, si vous dérapez, il y a la corde et on vous rattrapera. Parce que tant qu'on est dans le métal, on arrivera toujours avec nos super chefs d'atelier. On a quand même l'habitude, on peut les corriger et puis ça leur permet de continuer d'avoir de la confiance tout en prenant des risques. Donc, c'est vrai que parfois, on pousse un peu loin le bouchon. J'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai une joaillière. Quand elle est arrivée,
je lui montre un bracelet en maquette et quand elle regarde, elle me dit je vais faire ça. Je dis oui, tu vas faire ça avec moi, mais tu vas le faire. Et puis quand elle a commencé à tordre ses éléments et à regarder le métal, et puis qu'elle a commencé à me montrer, oh là là, elle avait les mains qui tremblaient. Et puis je lui dis hey, calme, ne t'inquiète pas, on va y arriver, ne te stresse pas. Il faut vraiment que tu sois détendu pour donner le meilleur dans ton métier. Et puis petit à petit, on a fait gagner la confiance, le non-stress. Et puis quand elle a fini sa pièce, elle ne revenait pas elle-même parce qu'elle se disait mais c'est fou si j'avais. Donc on les accompagne. Maintenant, ça ne se fait pas forcément dans la facilité. Hein. Parfois, c'est douloureux, c'est dur, c'est pas simple. Mais on aime nos équipes, donc on peut se permettre de vraiment les tenir et de les aider, de les accompagner et puis de les driver parce que c'est pas facile. Donc, mais par contre, quand ils réussissent, là, c'est vraiment très très fort. Donc il y a aussi dans cet atelier, en tout cas, il y a une très très forte complicité parce que comme on se permet de les accompagner fortement, c'est enrichissant humainement, hein, mais bien sûr. On vit des choses fortes. Voilà, on vit des choses très fortes quand même. Merci Grégory, c'est tellement passionnant ce que vous racontez et que vous en parlez avec une telle passion que je n'ai pas vu l'heure passer et que je ne peux même plus vous poser des questions. Moi, j'en ai plein parce que c'est le moment de prendre les questions des jeunes. Alors, arrêtez de parler. Hein. Non, mais écoutez, j'ai une première question qui vient de Caroline. Caroline, elle demande, Grégory, que pensez-vous des diamants de synthèse ou de laboratoire ? Est-ce que cette nouvelle méthode de production de diamants est l'avenir de la filière ? Alors, je ne sais pas du tout. Alors, en toute franchise, nous, on travaille qu'avec des pierres exceptionnelles, du vrai. Donc, quelque part, le reste, on ne s'en occupe pas. J'ai envie de dire, on est tellement focus sur nos objectifs de faire la plus belle des pièces en haute joaillerie. Et on a la chance, nous, dans cette maison, d'avoir un service pierre qui nous fournit des pierres extraordinaires. Et on travaille qu'avec du vrai, donc je ne me pose pas cette question. En plus, on a un service pierre qui est excellent. Ce n'est pas mon sujet. Hein. Mon sujet, c'est faire de la haute joaillerie avec les plus belles pierres. Super. Question d'Astrid, qui vous remercie pour votre témoignage et qui vous demande pourquoi est-ce que vous avez décidé d'évoluer dans la maison Van Cleef & Arpels et pas dans une autre maison. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial dans cette maison, justement ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de ce qui fait que la maison, elle est exceptionnelle ? Oui, ça, je peux en parler. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, j'ai ma blouse et je garde toujours ma blouse, hein, comme un directeur de clinique qui est médecin et qui reste médecin à vie. Moi, je suis joaillier à vie. En effet, je dirige un atelier de haute joaillerie et celui de la maison Van Cleef & Arpels. Et pourquoi j'y suis depuis très longtemps et je l'explique à tous mes joailliers, alors avec modestie, parce que là, je parle vraiment que de notre maison. Mais c'est une maison extraordinaire au niveau de tous nos savoir-faire. C'est-à-dire que quand je suis rentré dans cette maison, j'ai appris des savoir-faire extraordinaires et secrets, grâce à des personnes anciennes qui m'ont transmis, qui ont été hyper généreux. Mais je me suis rendu compte avec le temps que tous ces savoir-faire, ils n'existaient pas dans certaines maisons. Cette maison, elle a les savoir-faire de la haute joaillerie, les fondamentaux, la haute joaillerie traditionnelle, parce que c'est une maison qui a plus de 100 ans. Mais on a aussi des savoir-faire extraordinaires et secrets. Des savoir-faire comme le certi mystérieux, on a des savoir-faire de transformabilité, de zip avec des fermetures couture, on a des savoir-faire juste énormes pour un joaillier. Un joaillier de métier, quand il vient chez nous, il sait qu'il aura le maximum de bagages. Et en fait, pourquoi moi j'y suis bien ? Parce que en termes de se nourrir de haute joaillerie, il n'y a pas mieux. Et là, je suis transparent, il n'y a pas mieux. Celui qui me dit, mais j'ai trouvé, avec modestie, on a d'autres choses, mais là, on garde ce qu'on sait faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a beaucoup. Mais avec modestie, hein, tous les joailliers ont leurs griffes, ont leurs pattes, mais ce qu'on développe, vraiment, on va vraiment loin et on s'en nourrit. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis aux jeunes, parce qu'il y a des fois, quand ils voient les niveaux,
ça les inquiète un peu. On les rassure, mais on leur dit, vous savez, vous verrez, au bout de quelques années, il y a du bagage, vous verrez du bagage. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de savoir-faire. La sculpture, on pousse très loin. Moi, on pousse avec la maison, vraiment le côté poétique aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, non seulement il faut avoir les fondamentaux d'un joaillier, mais moi, on les cultive pour le côté esthétique à fond, qualité à fond, mais aussi poétique à fond. Je vous raconterai une petite anecdote sur tout ce qui est poétique. Ouais. Mais voilà, donc pourquoi cette maison? Parce qu'elle est vraiment très très riche. Et puis voilà, j'adore cette maison. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que justement, des jeunes qui se lanceraient dans une carrière comme la vôtre pourraient se poser la question à quel endroit je vais. Non, après, donc, oui, mais après, le métier de la haute joaillerie, il y a d'autres maisons qui sont fabuleuses. Ce que je veux dire, c'est d'abord le métier. Le métier, il est fabuleux en tant que joaillier. Après, quand on parle de pourquoi je suis depuis tant de temps dans cette maison, j'ai des arguments. Mais évidemment, la joaillerie, elle est formidable. Hein. Du moment qu'on a ses petites mains et des bons outils et du métal et des belles pierres, on peut faire beaucoup de choses. Où qu'on soit. La question la plus votée après est la question de Gabriel. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir y répondre, mais je la pose quand même. Et puis, si vous ne pouvez pas, on passera à la question d'après, pas de souci. C'est encore une question au sujet de pierres, puisqu'on a compris que les pierres de la maison étaient des pierres exceptionnelles. Il demande quels sont les plus gros pays fournisseurs de pierres. Et est-ce qu'il y a un sujet aussi RSE qui fait qu'il y a certains pays que dont vous n'accepteriez pas les pierres du fait de conditions de travail qui ne correspondraient pas aux standards et aux attentes de la maison? Oui, en fait, alors, je peux en parler un tout petit peu, mais vous allez voir, c'est très simple. Déjà, dans la généralité, oui, la maison est très responsable au niveau éthique et tout cheminement, que ce soit dans les métaux ou les pierres. Donc ça, c'est très, très important. Et après, on a un service pierre qui est spécialisé des pierres, c'est leur spécialité, hein, les pierres. Donc, évidemment, ils ont certainement des pays ou des gisements où il y a un peu plus de pierres, mais ça, je n'ai pas forcément les réponses précises à vous apporter. C'est plus le service pierre. On a des experts pierres qui, eux, pourraient vous apporter ces réponses sans problème. En revanche, sur la partie éthique, oui, il y a un gros travail qui est fait et croyez-moi, on est regardé de toutes parts, donc c'est très, très important. Même pour le métal. Merci pour cette réponse, Grégory. On a une question de Cristal qui, je crois, elle est plutôt une jeune qui travaille dans le domaine du marketing ou en tout cas qui est en train d'étudier pour intégrer le domaine du marketing plus tard. Et donc, du coup, elle vous remercie pour votre intervention et elle vous demande si vous avez un conseil à donner à un jeune qui aimerait intégrer l'équipe Van Cleef sans avoir beaucoup d'expérience dans le milieu du luxe. Est-ce que vous savez si c'est quelque chose qui est important ou est-ce que ce qui compte avant tout, c'est la motivation dont vous parliez tout à l'heure et la vraie envie? J'ai donné la réponse, excusez-moi. Non, enfin, il n'y a pas de réponse type, en fait, parce que chacun a son caractère, sa personnalité, ses idées, ses envies, ses goûts. Il n'y a pas de réponse type. En revanche, oui, on peut avoir quelqu'un qui a déjà baigné dans le luxe, ça peut aider, il faut être honnête, mais quelqu'un qui n'a rien à voir avec le luxe, ça peut aider aussi. En fait, tout peut aider à partir du moment où on est très, très engagé, qu'on a envie et qu'on veut apporter des idées et qu'on est force de proposition. J'ai envie de dire, tous les champs sont ouverts. Hein. Vous êtes jeune et si je devais dire une chose, croyez en vos rêves. Ça ne veut pas dire que vous allez arriver à vos rêves précis, mais le fait d'y croire, vous arriverez peut-être à des rêves qui ne sont pas loin. Ou alors à des rêves encore plus gros, mais que vous n'imagineriez pas. Et donc, il faut y aller. J'ai envie de dire, on peut même vendre des fruits. Et peut-être que dans le marketing, à un moment donné, sur un thème floral, on sera… J'en sais rien. Tout est une opportunité positive et c'est à nous de savoir le transformer. Hein. Souvent, ils m'entendent beaucoup dire problème égale opportunité parce qu'on compte beaucoup de difficultés sur des pièces, des choses, mais c'est toujours une opportunité d'apprendre ou d'inventer quelque chose. Donc pour moi,
non, non, pas de limite, faut être ouvert surtout et passionné, et puis faut y aller. Parfait. Faut pas avoir peur. Pardon. Alors, j'ai 2 questions d'Eliott, qui a 21 ans et qui demande, est-ce que, 1, vous avez une idée précise du nombre d'heures consacrées à la pièce la plus importante de votre carrière? Et 2, est-ce que vous avez une pièce préférée parmi l'entièreté des créations de la maison? Alors, la première question, oui, une des pièces qui a été très longue, oui, on avoisine certainement les 4000 heures. C'était quoi? Vous pouvez nous raconter un petit peu plus? C'était un… Alors, oui, en restant… bien sûr, mais juste pour avoir une idée, c'était un collier? C'était un collier hyper transformable, hyper gros, hyper compliqué, qui nous a demandé beaucoup d'efforts. On était avec une équipe, on restait même très tard. Le cerveau n'arrêtait plus de tourner. Voilà. Mais en fait, je dis ça, mais chaque nouvelle pièce peut être un nouveau défi encore plus costaud par la suite. Donc, peut-être il y en aura encore d'autres. On avait fait une collection secret il y a quelques années qui nous avait donné du fil à retordre aussi, parce qu'il y avait des éléments secrets qui devaient apparaître et tout. C'était aussi très compliqué. Je dirais, il y en a plein et c'est notre travail au quotidien. Après, pour trouver les plus belles pièces personnellement dans la maison, il y en a beaucoup. En 30 ans, moi, il y a beaucoup de pièces que j'ai adorées. Et puis, en plus, on a des pièces emblématiques que j'adore toujours. Donc, c'est difficile. Les thèmes de fleurs, j'aime beaucoup, et les papillons aussi. Mais après, ça ne fait pas tout. On adore et on cultive la poésie. Donc, si on a des amoureux, si on a l'enchantement de la nature… L'idée, hein, c'est que moi, je vais vous dire ce que j'aime. Ouais. Vous voyez, un jour, on a eu une cliente, elle est venue dans l'atelier parce qu'on fait des visites clients, des clients très importants. Et cette cliente, elle a regardé sur une cheville, hein, c'est cet endroit-là où on travaille, où on met nos bijoux, et on construit nos pièces de haute joaillerie. Elle a regardé ce qu'on appelle un trembleur. C'était une tige avec des petits chatons, donc c'est des structures en métal qui tiennent des brillants. Et ce trembleur vibrait comme ça, et on était en train de compter les secondes parce qu'on veut savoir combien de temps ça tient en secondes en vibration. Et cette cliente, on l'a regardée, puis à un moment donné, elle a eu les yeux qui coulaient, et moi je me suis demandé ce qui se passait, parce que bon, ils font des visites, parfois c'est fatigant. Je lui ai posé la question, et en fait, elle m'a dit non, c'est juste des larmes d'émotion positive, et ça nous a touchés. Et en fait, voilà, les créations, on les adore, elles sont fabuleuses, mais ce qu'on veut, c'est vraiment faire toucher les gens au niveau émotion. Donc, c'était des larmes d'émerveillement, en fait. Ah oui, ouais. Là, quand on arrive à ça, pour nous, ça a vraiment du sens. On touche vraiment l'être au plus profond, et c'est ça qui m'intéresse, hein, au niveau poésie, au niveau pièces, au niveau… les pierres, on dit chez nous, les pierres de valeur en valeur. Les pierres doivent nous regarder, ce n'est pas nous qui devons regarder les pierres, comme la Joconde. Donc, si vous voulez, c'est plus un ensemble. Bien sûr, des pièces de haute joaillerie et des beaux dessins, il y en a. C'est impossible de en trouver un en plus que l'autre. Et la question portait aussi sur le nombre d'heures. Quand vous m'avez dit tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 4000 heures. Est-ce que vous-même, dans votre carrière, vous avez été amené à travailler sur des pièces qui demandaient 4000 heures de travail? Alors, 2000 heures, oui. 2000 heures juste de joaillerie, oui. Parce que avant, d'ailleurs, on était plus tout seul sur une pièce, et on pouvait passer 1 an, 2 ans, parfois 2 ans et demi. Donc, c'est long. Déjà, il faut cultiver aussi le côté patience. À la fin, c'est très, très long. Maintenant, bon, en plus, on transmet de plus en plus, donc on est moins 2000 heures sur une pièce, vous voyez. Bien sûr. Mais ça peut être long quand même. Hein. On a une question de Fiona qui a fait une montée en flèche. Elle était tout en bas et elle vient de monter devant toutes les questions. Qui vous demande, qu'en est-il de la place de l'ingénieur
dans les métiers de la haute joaillerie. C'est une élève ingénieure aux arts et métiers et elle est assez intéressée pour savoir justement si les ingénieurs jouent un rôle aussi dans la création de bijoux. Alors, Joaillerie. En fait, au niveau ingénieur, je sais que dans la maison, nous avons des ingénieurs. Pas dans l'atelier, mais peut-être en chef de projet ou au-dessus. Enfin, il y en a certainement. Après, ils ne sont pas dans notre sphère atelier. Maintenant, je fais un petit parallèle. On a dans l'atelier aussi, comme je vous dis, des corps de métiers différents. On a ce qu'on appelle la CAO. Oui, alors c'est quoi la CAO? Alors la CAO, c'est la conception assistée par ordinateur. D'accord. Et alors moi, j'adore faire ce petit jeu de mots parce que notre CAO, elle va construire des mécanismes, elle va réfléchir. Donc c'est notre matière grise aussi, même si nous, joailliers, on est constamment en train de faire tourner le cerveau. Et en CAO, on a des petites machines qui impriment de la résine grise. Donc j'aime bien dire, c'est ma matière grise, mais dans les deux sens du terme. Donc, et là, je fais un petit parallèle parce que ce ne sont pas forcément des ingénieurs de métier, mais croyez-moi, que ce soit en CAO ou même des joailliers à haut niveau, c'est presque des ingénieurs, des architectes, parce qu'il faut concevoir des mécanismes, des choses confortables. Enfin, il y a tellement à cogiter en prenant en compte des contraintes de métaux précieux, la dilatation sur des métaux différents. Enfin, nous ne sommes pas des ingénieurs, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Non, bien sûr. Mais le niveau est quand même très fort. Donc, et je pense que dans la maison, il y en a, mais pas forcément dans l'atelier. Très clair. On a une question intéressante de Gilles qui pose la question des nouvelles technologies et notamment les sujets de robotique ou l'impression en 3D. Comment est-ce que ces nouvelles technologies parviennent à aider les joailliers? Et donc, est-ce que c'est le cas? Et deuxième question, est-ce qu'il ne risquerait pas d'y avoir des suppressions d'emplois en conséquence? Donc, en gros, est-ce que ça vous aide et est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière pour vos emplois? Alors, on s'est tous posé ces questions, moi le premier. Alors déjà, l'évolution des outils et tout ce qui est impression ou tous ces outils, c'est super. Il ne faut pas les mettre de côté. Au contraire, et là je dis toujours, problème égale opportunité. C'est-à-dire que nous, par exemple, ils nous servent à fabriquer des mécanismes ou des outils qui vont nous aider à faire notre certi mystérieux, qui lui est tellement fin, c'est 2/10. Donc du coup, ça va nous aider. Ça peut nous faire gagner aussi du temps. Je vais vous donner un exemple aussi. Il y a des années, un jeune apprenti, il apprenait à faire un chaton tout à la main, et après, peut-être qu'il en aurait 100 à faire. Bon, ben là, il va apprendre à faire un chaton à la main, et peut-être il va en faire 4-5 après. Mais on ne va pas le laisser à faire 100 chatons identiques. Donc là, ça a des avantages, et on peut gagner du temps. Après, et là, c'est très important, on doit garder nos savoir-faire. C'est tellement important. Nos savoir-faire main, nos savoir-faire machine, tous nos savoir-faire. Et en fait, tout collabore ensemble, mais de manière intelligente. Je vous donne l'exemple. Les violons Stradivarius, on ne sait plus les faire. Non. Non, on ne sait plus les faire. Et maintenant, on se bat pour en avoir pour des concerts et ça vaut des fortunes. Dans notre maison, on ne veut pas que ça se perde, ce savoir-faire. Et les machines ne suffiront pas pour nous faire rattraper ce savoir-faire. Il y a un moment donné, il faut nos mains et nos savoir-faire ancestraux là-dessus. Donc, on ne veut pas que ça se perde comme les Stradivarius. Voilà. Très clair. Donc, c'est une vraie opportunité et il y a moins de risques parce que justement, vous cultivez le fait de garder le savoir-faire au niveau de chacun. Absolument. Voilà. Ce sont des outils, ça nous sert, mais ça ne nous desservira pas en tout cas. Voilà. Je vois qu'il y a aussi des étudiants qui sont intéressés par la maison Van Cleef & Arpels, mais peut-être pas directement sur l'atelier parce qu'ils ont fait des formations différentes. Est-ce que vous savez si, et peut-être que vous n'êtes pas la bonne personne pour répondre, mais on a peut-être d'autres personnes qui pourront répondre dans le chat,
si la maison prend des jeunes en alternance en première année qui viendraient par exemple d'écoles de commerce ou qui s'intéresseraient à d'autres sujets que le vôtre. Est-ce que vous avez de la visibilité sur ça, Grégory, ou est-ce que peut-être, j'ai vu que Floriane était présente et peut peut-être répondre via le chat sur cette question. Bah, écoutez, j'ai pas trop de visibilité. Après, j'ai envie de dire qui ne tente rien à rien. Hein. Il faut tenter, être persuasif et puis amener ses idées, ses projets. Tout est ouvert. Hein. Tout est ouvert. Après, c'est pas forcément mon domaine, mais tout est ouvert. Je comprends. C'est pour ça que je proposais à Floriane si elle est là. Il y a des fois, il y a des personnes qui n'avaient rien à voir avec un sujet qui viennent et puis finalement, on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant pour nous et pourquoi pas. Alors, on a Caroline qui a une question pour vous. Est-ce que vous avez de la visibilité sur les marchés ou les pays qui achètent derrière ces créations exceptionnelles que vous créez? Est-ce que vous savez quels sont les marchés principaux où sont ensuite vendues les pièces sur lesquelles vous travaillez? Alors, ça reste en France? Est-ce que ça voyage aussi? Je sais non, ça voyage dans le monde entier. Hein. C'est des marchés dans le monde entier. On n'a pas toujours tous les détails. En revanche, ce qui est très important, notamment pour le joaillier, hein, je reviens sur le métier joaillier, et ça, la maison nous fait les retours. C'est-à-dire que quand une pièce est fabriquée et quand elle est vendue, on le sait. Et je reçois un listing des pièces qui sont vendues. Et donc, on le transmet dans l'atelier. Et croyez-moi, c'est très, très important. Que ce soit aux États-Unis, en Chine ou au Moyen-Orient, pour nous, ce qui compte, c'est qu'elle soit vendue. Bien sûr. Et pas que parce qu'elle est vendue. Parce que pour nous, joailliers, et ça, c'est important, une pièce, elle est finie. Quand elle est portée. Quand elle est portée, exactement. Parce qu'un collier, il est magnifique quand il est en vitrine. Mais croyez-moi, quand il est porté sur une femme, ça n'a rien à voir. Donc, pour nous, il est vraiment fini quand il vit sa vie de client, avec son client. Donc, en fait, à chaque fois qu'un joaillier finit sa pièce, quand on lui annonce « Ah ben, elle est vendue », alors là, c'est la petite cerise sur le gâteau parce que là, ils sont contents. Elle vit, elle sera montrée et puis une pièce, elle doit vivre sur le corps d'une femme ou d'un homme, mais voilà. Non, c'est très important. Donc oui, on a des retours sur les pièces qui sont vendues et sur les marchés, je vous dis, c'est dans le monde entier. Hein. Pas que la France. Une question de Benjamin qui demande comment est prise la décision de la pièce qui va être réalisée? Qui est-ce qui prend la décision à un moment de dire, parce que vous avez dit ça part d'un dessin, mais on imagine qu'il y a plein de dessins qui sont réalisés. À un moment donné, qui est la personne qui dit tiens, cette pièce-là, on a vraiment envie de la réaliser, il faut qu'elle arrive dans les ateliers pour justement passer du dessin à la réalité? Alors, il y a plein de choses. En fait, déjà, mes chefs d'atelier et moi-même, tous ces dessins, quand on les regarde, on sait à qui on va les donner par rapport au niveau dans les équipes. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment y aller par niveau. Et après, aussi par opportunité. Par exemple, si on a un dessin avec une sculpture et que, tiens, cette personne, il faut qu'elle sculpte, il faut qu'on mette le pied à l'étrier sur la sculpture, paf! Alors là, on va l'orienter et on va accompagner et on va renforcer, on va vraiment continuer à transmettre. Une autre pièce, tiens, ça, c'est pour cette personne. Donc, il y a toujours ce côté faire la pièce magnifique et en même temps penser à la transmission. Pourquoi? Parce que dans notre métier, on n'apprend pas en 3-4 ans. Il faut 10, 20, 30 ans et encore, je vous dis, il faut plusieurs vies. Donc, il faut bien cibler dès le départ pour apprendre à chaque fois. Et Grégory, avant même qu'elle arrive chez vous et que du coup, vous puissiez faire l'attribution sur les bonnes personnes, comme vous le disiez, en prenant en compte certains critères, j'imagine qu'il y a des dessins qui sont faits mais qui n'arrivent jamais chez vous parce qu'à un moment donné, on décide que ce n'est pas la priorité ou que ce n'est pas encore cette collection-là qui sera créée. Avant le dessin… Alors ça, après, c'est planifié, mais c'est pas… C'est pas chez vous du tout et vous n'avez pas de visibilité. Je comprends. On en a, mais c'est complètement différent. Ça peut être fait par… d'autres personnes ou alors après parce qu'il y a des thèmes, c'est compliqué. On a une planification aussi pour vous expliquer et puis
Imaginez, on a un coup de fil et on a une cliente qui veut quelque chose du jour au lendemain, ben, on pousse aussi, hein, on décale nos… D'accord, vous êtes en capacité de faire des passes. On doit être agile et souple constamment. Ça, c'est génial. Donc cette organisation de pièces en amont, non, bon, c'est pas Très trop… clair. On a une question d'Aline qui demande est-ce que vos métiers sont stressants? Si une personne rate sa partie, elle imagine que cela peut mettre tout le travail de l'ensemble de l'équipe en péril. Comment ça se passe un peu? Est-ce qu'on a le droit à l'échec aussi et à se tromper? Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver? Ouais. Il faut éviter. Alors, en fait, ça fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que on y va tout doucement. Imaginez un danseur étoile, un jeune qui est à l'opéra, on ne va pas lui demander tout de suite de faire un pas de deux et puis clac. Non, il y a de l'entraînement. Donc, c'est pièce après pièce, step par step. Et puis, parfois, il peut y avoir des petites catastrophes, mais on est là pour rattraper. C'est-à-dire, mes chefs et moi, ça peut arriver. Il y en a un qui fond ou ça arrive. La gestion du chalumeau, de la flamme et tout ça, ben, on doit réparer. Et quelque part, quand on fait une erreur, alors ça, dans le monde du joaillier, c'est très important, c'est que, ou même, quel que soit, hein, quand on fait une erreur, c'est tellement dur de rattraper qu'après, on fait 10 fois plus attention. Voilà. Mais ça peut arriver. Après, de toute façon, quand ça va passer dans une autre main, un autre corps de métier, comme le sertisseur ou le lapidage ou le poli, de toute façon, lui, on doit lui rendre quelque chose de parfait. Donc, tant que ce n'est pas parfait, ça revient chez nous. Et on remouline et donc c'est plus du temps qu'on va perdre, mais on va rattraper. Super. Et ce sera ma dernière question, puisque le temps passe, c'est incroyable, Grégory. On resterait pendu à vos lèvres encore un petit peu plus, parce que vous dégagez une vraie passion et c'est super d'avoir accès aussi un petit peu à ces coulisses. C'est Juliette qui demande est-ce que vos clients ont conscience du travail que requiert la création d'une pièce unique? Est-ce que vous avez l'occasion de les rencontrer? Parfois, certains disaient qu'il y avait des visites. Et est-ce que vous pouvez aussi leur expliquer l'histoire de la création de la pièce que vous venez de réaliser pour eux, justement? Bien sûr. En fait, comme je vous disais, alors pas tous les clients, évidemment, mais dans notre atelier de haute joaillerie, on a parfois des visites clients et des clients très, très importants. Et là, on leur fait vraiment une visite en leur expliquant tout le processus. Et puis, c'est un vrai échange, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent. Voilà, on se livre, ils sont chez eux, on leur explique tout. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. Quand je les amène chez les lapidaires, je leur donne une loupe. Alors au départ, ils sont un peu intrigués parce qu'ils ils me donnent une loupe et puis je leur demande de regarder ce que font nos lapidaires. Par exemple, les pierres qui glissent sur les rails et puis les saignettes sur les rails. Et en fait, quand j'entends oh, et ben, pour moi, ça y est, ils ont compris ce qu'on faisait, ils comprennent l'importance. C'est très, très important. Pour moi, s'ils font une visite et que j'entends pas ce oh, ou d'ailleurs dans toutes les cultures et tous les pays différents, c'est rigolo. On entend tous ces sons, mais du moment qu'il y a cet impact où ils ont compris ce qu'on faisait, c'est l'essentiel. Parce qu'à un moment donné, quand ils ont compris, ils se disent waouh, ah oui, on comprend mieux. Parce que c'est pas tout de se balader dans un atelier de haute joaillerie, de voir des belles pierres, des belles pièces, de la démontabilité. Mais quand on commence à s'approcher d'un lapidaire, d'un joaillier, de prendre la finesse d'un métal, de comprendre, de voir vraiment. Et de voir et d'avoir dans les mains une micro-vis qui est minuscule, tout en or, là, on commence à comprendre l'impact et l'effet, comment c'est fait avec nos petites lumines. Et donc, oui, le client, non seulement on lui montre ça, et puis il nous pose toutes les questions, on peut même lui faire essayer, enfin, on leur fait essayer des touchés de souplesse, de collier qui ne sont pas finis. Donc, en plus, ils voient des pièces en cours de fabrication. C'est très, très intéressant. Ouais. Non, on échange. L'idée, c'est comme ce que je fais avec vous tous ce soir, c'est du partage. On est là d'abord pour expliquer du mieux possible notre métier avec passion, avec notre cœur. Et puis souvent, ça fait des relations extraordinaires aussi. Il y a des affinités, c'est très riche.
humainement. En tout cas, ça donne envie, hein, Grégory, parce que vous êtes passionné et on se dit que si on avait l'opportunité de faire une visite avec vous et de voir en plus en réel ce qui se passe, ça doit être encore plus incroyable. Donc moi, je voulais vous remercier pour le temps que vous avez passé avec nous et pour toutes les informations que vous nous avez données. Je voulais m'excuser auprès des jeunes qui sont très nombreux parce qu'il y a plein de questions encore que je n'ai pas pu prendre, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a 50 mentors de la maison Van Cleef & Arpels qui sont présents sur Major Glasses, qui sont disponibles pour faire des échanges individuels avec vous, répondre à l'ensemble de vos questions et vous en apprendre plus sur leur métier, mais également sur la maison et sur comment tout ça se fait. On a aussi Floriane qui a répondu pour dire qu'il y avait énormément d'opportunités d'emploi au sein de la maison. Donc, n'hésitez pas à aller parler avec les mentors pour en savoir plus sur ce qu'ils font et pour leur poser toutes vos questions. Merci infiniment, Grégory, d'avoir été avec nous et puis d'avoir partagé cette passion qu'on a vraiment ressentie dans votre récit, dans toutes les anecdotes que vous nous avez données. Et puis, nous, on va vous dire rendez-vous au mois de janvier avec d'autres invités d'exception qui vont venir vous partager la passion de leur métier, vous faire découvrir d'autres métiers encore. Et puis, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année. Et puis, on vous dit rendez-vous en 2022 pour continuer à être curieux et à découvrir d'autres métiers aussi passionnants que celui de Grégory. Mais je voulais vraiment insister, Grégory, sur la passion que vous avez réussi à nous communiquer. Attention, hein, c'est aussi de la passion dans tous les sens. Hein. Quand ça ne va pas et on doit faire avancer les choses. Hein. J'imagine, et on a bien compris que c'était compliqué et que c'était vraiment un art et un travail très minutieux. C'est vraiment de l'art, comme le danseur étoile ou comme le Stradivarius. C'est quelque chose de rare et qu'on cultive et qu'on transmet. Et donc, merci de nous avoir permis d'y voir plus clair. Caroline dit, vous nous avez fait rêver. Donc, je crois qu'on ne peut pas terminer mieux que sur cette parole de Caroline. Merci, Caroline. Et merci encore, Grégory. Si vous voulez un mot de la fin, je vous le laisse. Et puis, on clôturera ce webinaire en votre compagnie. Bah, écoutez, le mot de la fin, je crois que je veux dire passion, passion, passion. Mais bon, c'est pompeux. Non, surtout, soyez vrais et vraiment aller au fond des choses. C'est le plus important. N'ayez pas peur, soyez engagés, n'abandonnez jamais. On abandonne beaucoup trop facilement. Faut jamais abandonner. Et puis passez de bonnes fêtes. Et puis le plus précieux, c'est l'être humain. Ça, c'est vrai. Et n'oubliez pas que si vous êtes à Lyon et que vous avez l'opportunité de passer en ce moment à Lieu, une opportunité assez unique, c'est celle d'aller rencontrer des artisans de la maison et de découvrir un petit peu la face cachée dont vous a beaucoup parlé Grégory, mais là, vous pourrez en plus la voir en vrai. Donc, si vous êtes à Lyon, n'hésitez pas à aller leur faire un petit coucou. Je pense que vous découvrirez pas mal de choses qui sont assez incroyables aussi. À très vite. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Passez de bonnes fêtes. Merci Grégory.